Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Dans ce nouveau Get Talk, je rencontre Yannick, cofondateur et CEO de Beals. Donc bonjour Yannick, merci d'être avec nous aujourd'hui et bonne année. Merci, meilleur vœu aussi. Merci. Donc tu es à la tête de Beals depuis maintenant plus de 5 ans. Est-ce que tu pourrais brièvement nous pitcher Beals? Ouais, avec plaisir. Donc nous, chez Beals, on a créé une innovation de rupture dans le domaine de la production. Cette innovation de rupture vient remettre un peu tout en question la façon qu'on a aujourd'hui de gérer une entreprise, que ça soit sur la gestion de sa trésorerie, de sa supply chain, de son approvisionnement, sa production, la gestion de ses fournisseurs et de son service client. Pour la façon la plus simple de caricaturer un petit peu à quel endroit on intervient, le monde traditionnel de la production se présente d'une forme assez spécifique où quand on caricature vraiment pour pouvoir expliquer le système, c'est on produit des centaines de milliers de pièces en Chine qu'on met sur des containers, sur un bateau, on traverse les océans, et puis après on décharge en France et on stocke. Et soit on utilise ces pièces-là pour les assembler et vendre un produit fini, soit on les stocke pour gérer du service après-vente, et malheureusement parfois au bout de 10 ans, ce stock-là on le jette. Donc ça c'est paradigme traditionnel de la production. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on apporte comme paradigme supplémentaire, c'est la possibilité de pouvoir produire la juste quantité au moment souhaité et au plus près du besoin. Et donc pour ça, on a développé une technologie qui s'appelle Beals Cloud Manufacturing, qui est une technologie qui permet de passer d'un entrepôt physique à un entrepôt numérique, où on vient stocker la pièce numériquement dans cet entrepôt, et on met en face des moyens de production en capacité de pouvoir produire la pièce au cahier des charges. Et ces moyens de production, aujourd'hui, on s'appuie uniquement sur la fabrication additive, donc l'impression 3D industrielle. Ok, et par curiosité, d'où vient le nom Beals? Est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom? Alors, ouais, il y a une petite histoire derrière le nom. Il y a ce côté, on va dire, faire autrement. Voilà, aujourd'hui, dans l'idée, on va dire la façon de produire qu'on a eu, cette façon de produire traditionnelle nous a amené à cet état d'avancement de la société aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas le renier, c'est indispensable et ça a encore énormément de sens dans certains cas d'usage aujourd'hui. Mais on se rend compte qu'avec l'évolution de la société, on rentre plus dans une production maîtrisée, une production en cohérence par rapport aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, on a souhaité un peu mettre dans le nom de la société cette démarche globale de cohérence. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé. Et puis il y a ce petit côté aussi, bee comme l'abeille, le côté collaboratif, parce que BCM ne fonctionne que s'il y a du collaboratif. Parce qu'on vient mettre simplement des besoins de production avec des moyens de production qui sont connectés à travers la planète, et on vient finalement mutualiser les moyens de production pour pouvoir les rendre beaucoup plus efficaces. Ok, et du coup, qui sont vos cibles? Alors aujourd'hui, nos clients, on va dire, le cœur cible actuel des clients qu'on approche, ce sont les fabricants d'équipements dans le monde du B2B, d'équipements et de machines qui permettent de produire un produit fini. Donc ce sont notre première cible. Ensuite, on a à cœur aussi de contribuer on va dire, à la réindustrialisation de la France. Et dans ce cadre-là, on a un petit peu adapté BCM pour en faire un outil d'accompagnement à la création et au développement des startups. Donc c'est la raison pour laquelle on propose aussi une version un petit peu adaptée de BCM aux incubateurs et aux accélérateurs de startups. Et puis enfin, on regarde comment aussi donner la possibilité aux organismes de formation, écoles d'ingénieurs, écoles techniques, écoles de commerce, de donner un accès à BCM pour qu'ils puissent, eux, dès à présent, former les futurs collaborateurs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise à des outils de production qui seront l'outil de production de demain. Ok, et donc c'est très tech, on est d'accord, Oui. Beals. Est-ce que toi, tu as un profil tech ou c'est tombé par hasard? Non, pas du tout. Non, moi, j'ai pas du tout de profil tech. Je suis un peu un geek, j'aime bien les nouvelles technologies, mais non, j'ai pas du tout de profil tech. C'est la raison pour laquelle je me suis entouré de personnes qui sont issues de la tech et que j'ai toujours eu à cœur de laisser de la place
même au sein de l'actionnariat de Biels, à des personnes qui sont en capacité de pouvoir contribuer au développement du projet. Ok. Et jusqu'où vont vos prestations en partant de la demande jusqu'à la production? Alors aujourd'hui, nous on est en capacité d'accompagner le client de l'idée jusqu'à l'industrialisation de son idée. Et du coup, à quel moment t'es venue l'idée de proposer des entrepôts numériques aux entreprises? Alors en fait, l'entrepôt numérique, c'est une des briques de ce système de production simplifié, immédiat et au plus près du besoin. C'est une des briques qui permet de faire ça. Nous, chez Biels, on développe des technologies, donc on développe Biels Cloud Manufacturing, mais on s'appuie aussi sur des technologies existantes. Donc, dans le cadre de Biels Cloud Manufacturing, de BCM, on s'appuie sur différentes technos, des technos autour du cloud, des technos autour de l'intelligence artificielle, au sens large, hein, pour vulgariser. Et puis, on s'appuie aussi sur la fabrication additive, donc l'impression 3D industrielle qui est déjà existant. Et en fait, on vient finalement créer une sorte de mélodie avec tout ça pour pouvoir rendre l'accès à la production, l'accès à l'industrialisation extrêmement simple. Et donc, c'est en ça qu'on travaille dans ce sens-là. Ok, et tu viens d'en reparler, pourquoi avoir fait le choix de l'impression 3D et de technologie? Alors, l'impression 3D, pourquoi? Parce que nous, dans notre philosophie comme je disais, de production immédiate, au plus près du besoin et simple, il y a trois grands piliers. Aujourd'hui, on a identifié comme moyen de production est en capacité de pouvoir remplir de façon extrêmement simple ces trois piliers, c'est la fabrication additive. Pourquoi? Parce que la fabrication additive permet d'avoir une grande flexibilité de production. On peut produire de la pièce unitaire à la très grande série, plusieurs millions de pièces par mois par exemple. On est en capacité, donc ça c'est sur la flexibilité, sur l'immédiateté. Il n'y a pas besoin de fabriquer un outil de production pour pouvoir produire. L'avantage, c'est que c'est un outil de production où on met la pièce dedans avec 2 ou 3 paramètres et on produit la pièce. Et le troisième, c'est le plus près du besoin. Il faut voir la fabrication additive comme étant une sorte de machine robotisée. Quand on en met une en France, on en met une en Australie ou au Brésil, pourquoi pas, et ben elles feront le même job. Donc ça permet de pouvoir avoir cette capacité et cette flexibilité de production au plus près du besoin. Et donc en réunissant ces trois piliers-là, le modèle du cloud manufacturing tel que nous on l'imagine chez Biels est viable. Ok, et sur votre site on peut retrouver que vous êtes implanté à peu près, enfin, de partout dans le monde. Comment le réseau de moyens de production qui est réparti dans le monde pour produire, comment s'effectue la mise en place de ce réseau? En fait c'est très simple. Nous, chez Biels, on est vraiment dans une démarche collaborative et il y a un écosystème autour de Biels. Et nous, on va aussi s'intégrer dans d'autres écosystèmes. Et donc, on profite de cet aspect collaboratif pour pouvoir être, par exemple, en contact direct avec les fabricants de machines. Quand un client a un besoin, et ben, c'est comme ça que nous, on sait où sont leurs machines à travers la planète. Et c'est extrêmement simple, après, ensuite, d'aller voir les propriétaires de ces machines en disant, voilà, on a un besoin de production sur ce territoire-là. Est-ce que vous souhaitez contribuer à la production de ce client? Ok, donc on peut parler de sous-traitance? Oui, finalement. sous-traitance, exactement. Ok. Il y a aussi une partie de BCM qui permet de gérer sa production en interne. Donc on peut produire avec BCM soit sur des moyens de production intégrés chez le client, soit sur des moyens de production externalisés. Donc effectivement, là c'est de la sous-traitance. Ok, et on peut dire qu'aujourd'hui, donc les chaînes de production doivent être de plus en plus flexibles et réactives pour faire face aux chocs économiques, sanitaires, politiques. Et est-ce que tu as constaté une augmentation du nombre d'entreprises concurrentes qui offrent des offres similaires à la vôtre? Alors, on a identifié différents acteurs sur le marché mondial, toutes des startups, on est à peu près à 2 ans près, sur la même ligne de départ. Ce qu'on a observé aussi, c'est que la crise sanitaire et le Covid a mis en évidence notre raison d'être. On a énormément de clients qui viennent nous voir en nous disant bah ouais voilà, avant mes fournisseurs étaient chinois et quand tout a été bloqué, quand les frontières ont été fermées, et ben je me suis retrouvé sans possibilité d'avoir de la pièce.
que ce soit de la pièce pour mes produits que je commercialise, que ce soit de la pièce pour la gestion de mes équipements. Voilà, donc je suis bloqué. Et puis parfois, il n'y a pas besoin d'aller en Chine pour être bloqué. Hein. On peut avoir des pays qui sont beaucoup plus proches, mais quand même, ça n'arrive pas parce que il n'y a pas cette proximité-là, parce qu'il y a différents enjeux politiques à droite à gauche. Et donc ils se sont rendus compte que finalement, le modèle qu'ils avaient et qui avait fait leurs preuves à un moment donné, aujourd'hui était un peu mis à mal par rapport à ce contexte économique et sanitaire. Et ils sont rentrés maintenant dans une recherche de ok, on a toujours fait comme ça a toujours marché, maintenant c'est non, ok, on a toujours fait comme ça, effectivement, ça a toujours marché, mais par contre, il y a besoin maintenant de flexibilité, que ça soit sur l'obtention de la pièce, que ça soit sur la gestion de trésorerie. Parce que quand on se rend compte qu'il y a une crise comme ça économique, l'objectif d'une entreprise, c'est d'avoir suffisamment de liquidité sur ses comptes pour pouvoir être flexible. Et quand on a des pièces dans un entrepôt stocké, c'est de la liquidité qui est stockée et on ne peut rien en faire. On ne peut pas la vendre si l'économie est stoppée on ne peut pas l'utiliser à faire autre chose. Et aujourd'hui, quels sont les arguments que les entreprises elles veulent entendre? Est-ce que l'argument économique commence à laisser place à l'argument écologique ou quelles sont les promesses de Biels? Il y a effectivement, il va y avoir les entreprises à impact et les entreprises qui sont données une raison sociale et écologique dans ce sens-là, qui vont être intéressés par ces nouvelles façons de produire parce que ça a un sens éco-responsable dans l'usage. Ce qu'on observe aussi, c'est que les entreprises qui ont quand même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, une entreprise doit avant tout faire du chiffre, hein, c'est le but d'une entreprise, qui ont dans un premier temps toujours en step 1 le côté rentabilité, l'avantage de ce qu'on propose, nous, c'est que ces entreprises-là, elles peuvent à la fois avoir des solutions extrêmement rentables et rentables immédiatement, et puis, en toute simplicité, sans effort supplémentaire, intégrer une démarche éco-responsable. Parce que dans la production de la juste quantité au moment souhaité et au plus près du besoin, il y a déjà une dimension de je ne produis pas pour rien. Et donc, in fine, elles ont une démarche éco-responsable sans forcément être proactives dans cette démarche-là. Ok, et tout à l'heure, tu as brièvement abordé la crise sanitaire. Donc l'épidémie va-t-elle, selon toi, faire changer la manière dont les chefs d'entreprise ils arbitrent entre les différentes chaînes de production? Alors, moi, ce que je pense, c'est que ça a été un accélérateur pour la digitalisation des entreprises. On le voit, hein, aujourd'hui, les meetings, c'est 99% de la visio. On n'a plus besoin de se déplacer. Chez nous, nos chargés de clientèle ne se déplacent plus. C'est de la visio, c'est du téléphone. Et puis on se rend compte que c'est plus simple, plus efficace, c'est plus respectueux pour la planète. Donc ça a du sens aussi, ça nous a permis de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort et de se rendre compte que finalement, mettre un pied en dehors de la zone de confort, c'est pas si pire que ça, quoi. Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle, je pense, à l'échelle internationale. Et ce qu'on observe, c'est que même les plans de relance de l'État, hein, sont tous, dans le monde de l'industrie, sont tous dirigés vers la digitalisation. Et c'est cette digitalisation qui va permettre la réindustrialisation du pays et qui va permettre d'améliorer aussi la compétitivité des entreprises françaises pour l'international. Et est-ce que Biels, au sens de l'entreprise, a vu sa demande augmenter du coup depuis le début de la crise sanitaire, oui, vu que vous offrez cette flexibilité? Oui, et complètement, oui. Alors, comme je disais, ça a mis en évidence notre raison d'être, et finalement, ça nous a aussi mis en lumière sur ces aspects-là. Et puis, il y a eu d'autres événements qui sont hors Covid, comme l'indice, la loi sur l'économie circulaire et l'indice de réparabilité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, qui impose certaines typologies de produits pour le moment à avoir une démarche éco-responsable dans la gestion du cycle de vie du produit. Et nous, chez Biels, avec BCM, on apporte finalement une solution plutôt simple et immédiate pour pouvoir apporter certaines réponses à cet indice de réparabilité-là qui est demandé aujourd'hui par la loi. Très bien. Et
Vous êtes toujours au stade de start-up, on est d'accord? On est toujours au stade de start-up. Et du coup, où en est Biels dans son développement en tant que start-up? Donc, alors aujourd'hui, on est en pleine accélération commerciale sur le territoire français. On a commencé des collaborations à l'international et on va probablement se déployer à l'international de façon beaucoup plus massive d'ici un an et demi. Ok, et les projets de Biels pour les années à venir? Alors, sur du très long terme, chez Biels, on travaille notamment avec l'Agence spatiale européenne et la NRT sur des projets, on va dire, très lunaires, parce que c'est pour le village semi-permanent qui sera sur la Lune, le Moon Village, qui est une base semi-permanente, pardon, qui sera sur la Lune, qui va permettre de structurer tout ce qui va être conquête spatiale. Et donc, quelque part, ce qu'on fait avec BCM sur Terre, on peut très bien le faire au-delà, vu que finalement, c'est uniquement la gestion de données, et on est en capacité de, finalement d'une pièce qu'on fabrique sur Terre, rendre possible la production sur la Lune ou autre part si on le souhaite. Et donc sur du très très long terme, on travaille déjà sur cette thématique-là. Et voilà, c'est un des exemples de ce qu'on fait. Super. Et tu es un ancien athlète de haut niveau, Ouais. sportif de haut niveau. Oui. Et hier, j'ai croisé une phrase qui disait que l'entrepreneuriat est un sport comme un autre. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un sport comme un autre, ça c'est clair, mais c'est surtout un sport de haut niveau. Euh, Il y a beaucoup de similitudes entre l'engagement qu'on peut avoir en tant que sportif de haut niveau et l'engagement qu'on a dans la création d'une entreprise. Euh, la création d'une entreprise comme le sport de haut niveau, c'est un sprint en mode marathon, quoi. Et ça demande, on va dire, d'être très présent sur tout ce qu'on fait. Ça demande un engagement à 200%. Ça demande une remise en question permanente. Ça demande d'apprendre tout le temps. L'avantage qu'on a l'avantage en tout cas que moi j'ai eu en tant que sportif de haut niveau, en tant qu'ancien sportif de haut niveau pour lancer Biels, c'est que j'avais cette culture de l'apprentissage. Un échec n'est pas un échec. Un échec, c'est un apprentissage. Pour gagner des Coupes d'Europe, on perd des compètes. En tout cas, à ma connaissance, je connais aucun athlète qui a eu des médailles internationales sans avoir perdu aucune compète dans sa vie. Et en fait, c'est uniquement de l'apprentissage. Et donc, mettre cette culture de l'apprentissage dans le cadre du développement d'une entreprise apporte finalement un certain mindset qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Et surtout ne pas se décourager. Et puis il y a aussi cette culture de la résilience qui est selon moi la principale qualité que doit avoir un entrepreneur, c'est cette résilience-là, parce que c'est pas simple, mais quand on a une conviction et qu'on met les choses en place, on y arrive. Ok. Et tu as accueilli en octobre dernier un alternant. Oui. Si mes infos sont bonnes. Plusieurs même. Ok. Comment on gère une étape si importante dans une telle période, finalement? Alors, on a fait le choix chez Biels, parce qu'on n'est pas si vieux que ça, et donc les études sont pas si loin, d'accueillir des étudiants dans cette période assez complexe pour eux, où finalement, le monde du travail est un peu chamboulé. Trouver une alternance, c'est pas si simple. Trouver un stage, c'est pas si simple. Trouver un job d'été, c'est pas si simple. Trouver un job complémentaire pendant ses études, c'est pas si simple. Et donc on s'est dit, ok, nous aussi il faut qu'on soit solidaire avec le monde étudiant, et donc on a fait le choix d'intégrer des alternants. Donc on en a intégré trois alternants, deux chargés de clientèle et un au niveau de la communication. Comment ça s'est mis en place? On va dire de façon très simple, hein. On propose de la flexibilité à nos clients, donc on se doit aussi d'être flexible en interne.
Sinon c'est pas cohérent. Et donc, donc on a travaillé sur un mode de communication, un mode de collaboration qui soit à la fois cohérent par rapport aux valeurs de la société et aussi adapté à la situation. Et donc on a simplement, on a pu créer une équipe, moi j'ai pu de mon côté former ces étudiants à la culture de l'entreprise, à ce qu'on propose, au business qu'on fait. J'ai pu les former, on va dire, avec des outils digitaux. On a été en télétravail. D'ailleurs, il y a une alternante qui a été une semaine en présentiel et jusqu'à janvier, jusqu'à la semaine dernière, était en alternance, en télétravail. Et donc, j'ai pu quand même collaborer avec elle, on a pu la former, elle a intégré l'équipe et on a mis une petite routine quotidienne pour pouvoir créer finalement cet échange un peu informel qu'on peut avoir tous les jours dans un bureau avec tous les matins un quick meeting de 15 minutes où on parle de tout et de rien ou de ce qu'on a fait la veille, des enjeux clients ou pas, et puis la même chose en début d'après-midi, voilà, de 15 minutes pour pouvoir démarrer l'après-midi. Donc voilà, donc on a mis en place tous les jours, il y avait ces moments-là. Et ça a permis finalement de souder une équipe. Et quand l'équipe s'est retrouvée en présentiel la semaine dernière, c'est comme s'ils y avaient toujours été. As-tu une anecdote à nous partager qui date de tes débuts dans le monde de l'entrepreneuriat? Bah ouais, j'en ai une. Allez, je vais la faire comme ça. Sur quelque chose qu'on n'avait pas imaginé du tout. Donc on a développé BCM pour pouvoir permettre à nos clients de pouvoir produire en toute simplicité, avec toute la flexibilité de derrière, et puis d'avoir cette démarche éco-responsable dans la production et une sorte de garantie d'avoir la pièce à vie, quoi, finalement. Et donc dans ce cadre-là, on a commencé à travailler avec une entreprise grenobloise qui s'appelle Arémon, le groupe Arémon, et donc la business unit qui s'appelle Arémon Life. Et le simple fait qu'ils utilisent BCM leur a permis, on va dire, c'est pas grâce à nous dans la globalité, mais en tout cas, on a apporté notre pierre à l'édifice pour qu'ils puissent finaliser un contrat de plusieurs millions d'euros avec un de leurs clients. Et nous, on n'avait jamais imaginé être autant stratégique pour une entreprise sur ces aspects-là. On pensait, oui, effectivement, qu'on leur aiderait à alléger la trésorerie, qu'on faciliterait et on libérerait la créativité dans les entreprises, parce que finalement, on peut produire en toute simplicité, et puis de façon moindre coût. Mais à aucun moment, on s'était dit, ok, ça va être un outil stratégique pour une entreprise à ce point-là, quoi. On n'avait pas encore conscience de ça. Maintenant, on l'a conscientisé, parce qu'on s'en est rendu compte par le terrain, et on se rend compte maintenant, à chaque fois que nos clients souhaitent s'équiper de BCM, oui, le mettre au cœur de leur stratégie de production. Et donc, ouais, ça a été une anecdote, voilà, de trucs qu'on n'avait pas pensé du tout, et ça fait des trucs incroyables. Très bien, du coup, ça me permet de faire un pont sur comment s'est passé le lancement de Beals au niveau financier et même humain. Oui. Vous avez lancé comment c'est venu comment? Alors, je suis à l'origine du projet Beals. Au tout début, Beals était dans l'incubateur de Savoie Technolac, où j'ai eu la chance d'être accompagné par des gens super. Et de là, ils m'ont aidé un peu à maturer l'idée, parce que j'avais une vision de quelque chose, mais alors c'était très très flou, c'était pas caractérisé comme ça l'est aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à travailler sur quelles étaient mes convictions, quelle part contributive je voulais apporter à la société. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis j'ai commencé à me dire, ok, c'est un projet qui est vraiment bien plus grand que moi. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir des ressources et des compétences pour pouvoir arriver aux objectifs que j'avais donnés à Beals. Et j'ai fait rentrer, j'ai donné l'opportunité à des personnes d'intégrer la société en tant que cofondateur. Et on a commencé à structurer un bout de quelque chose. Donc il y a eu des débuts de briques de BCM, il y a eu des débuts de business,
Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé, on a grandi, j'ai eu dans le cadre de mes études la possibilité de travailler sur l'open innovation. Et dans ce cadre-là, je l'ai intégré dans la réflexion du développement du produit. Et donc tous nos premiers clients ont contribué à faire BCM, ce qui est BCM aujourd'hui. Et donc voilà, on a avancé comme ça avec nos clients, avec mes premiers associés. Puis après, à un moment donné, on s'est dit, ok, maintenant il faut qu'on passe une étape supplémentaire. Et on s'est dit, ok, bon bah voilà, dans le monde de la startup, ça lève des fonds, machin, etc. Ouais, pourquoi pas. Et on s'est dit, ok, mais comment on pourrait faire la chose la plus intelligente pour nous, en cohérence par rapport à qui nous sommes et comment nous voyons le monde. Et donc on s'est dit, ok, on va chercher une façon de faire autour de l'argent intelligent. On va faire rentrer effectivement des capitaux, mais ce qui serait intéressant, c'est que ces capitaux aient un savoir-faire. Et donc on est allé à la recherche, on a donné l'opportunité à des gens dont le business BIELS leur parlait, était en cohérence par rapport à leurs valeurs. On a regardé ensemble comment on pouvait collaborer. Et donc, on a fait rentrer nos premiers actionnaires dans la société. Et chaque actionnaire apporte sa contribution au développement du projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a grandi. Puis, on a fait un deuxième tour de table récemment, cet été-là, dans la même philosophie, faire rentrer à la fois des compétences et du financier, pour pouvoir continuer d'accélérer, de grandir et de bénéficier finalement de plusieurs cerveaux extrêmement bien faits pour pouvoir arriver à passer des étapes qui sont parfois complexes à passer, qui demandent parfois de l'expérience, qui demandent parfois au contraire de l'inexpérience, parce que voilà, le monde avance, les choses qui ont marché il y a 10 ans vont pas forcément marcher aujourd'hui, et donc voilà, on a créé un board au niveau de l'actionnariat qui nous a permis de pouvoir avancer. Donc c'est comme ça qu'on a structuré capitalistiquement parlant BIELS. Et puis au niveau RH, on a profité aussi d'avoir ces fonds-là pour pouvoir embaucher nos premiers salariés. Et donc BIELS a eu différentes phases, hein. La première phase à sa création, c'était une phase informative où on allait voir les industriels en disant voilà, on va créer ce monde-là, le monde de la production simple, immédiate, au plus près du besoin. Ensuite, on a commencé à designer un peu le produit. Donc là, on a fait rentrer nos premiers collaborateurs dans le monde du développement, dans le secteur du développement, voilà, la partie développement chez BIELS, où on a avancé sur la matérialisation de ce que serait BCM aujourd'hui. Et donc là, on était dans une phase de test, où voilà, on avait BCM en version bêta. On dit voilà, ça va se passer un peu comme ça, testez-le, qu'est-ce que vous en pensez? Et toujours dans cette démarche Open Innovation, on a travaillé à améliorer le produit. Et puis BCM a atteint un niveau de maturité suffisant pour être commercialisé en début 2020. Et de là, on a commencé à structurer une équipe commerciale et marketing pour pouvoir informer le plus grand nombre, le plus rapidement possible des bénéfices qu'offre BCM et de leur donner un accès simple à cet outil-là. Parce que du coup, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? On est 9. Ok, d'accord. Et du coup, tu as développé BIELS en parallèle de tes études? Ça a commencé? Exactement. L'idée s'est faite en parallèle de mes études. Ok. Et du coup, quel conseil, vu qu'en plus toi tu l'as vécu, tu pourrais donner à un étudiant qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Fonce. Ouais, il n'y a pas d'autre conseil, c'est fonce. Hein. De toute façon, dans tous les cas, tu apprendras. Et puis ça te servira toute ta vie. Ok. Et dernière question, quelle est la première qualité à avoir selon toi pour être un bon entrepreneur? Être résilient. Résilient? Ouais, être résilient. Est-ce que tu pourrais développer chaque étape, chaque difficulté est un appel à évoluer quelque part. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas réalisable. Et la résilience, elle rentre là-dedans. C'est ok, ça bloque un endroit, ça peut ressembler à un échec. Mais il faut apprendre de ça et pas se décourager et dire bon ok d'accord ok bon bah ça s'est passé comme ça là, qu'est-ce que je fais pour que ça se passe autrement la prochaine fois, et avancer comme ça jusqu'à un moment donné arriver aux objectifs qu'on s'est donnés. Donc en ça la résilience c'est quelque chose qui est important selon moi pour être
pas un bon entrepreneur, mais en tout cas arriver à réaliser ses rêves. Ok, bah très bien. Merci beaucoup Yannick d'avoir échangé avec nous. Avec plaisir.